Cet épisode est sponsorisé par Dofus Touch, le MMORPG Dofus sur mobile. En ce moment a lieu en jeu un événement autour de la fête des Ripates, les pirates du monde des 12, le monde de Dofus. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est pile dans la thématique de l'épisode du jour. Pour en savoir plus, rendez-vous à la fin de l'épisode ou dans la description. Bonne vidéo. Mes chers camarades, bien le bonjour. Qui parmi vous n'a pas rêvé de fendre les mers du Sud, terrorisant les navires marchands, le sabre à la bouche et le tonnelet de rhum à la main ? À moins que ça soit l'inverse. Bref, je sais plus, mais en tout cas, y a-t-il figure plus mythique et romantique que le pirate ? Plongeons donc aujourd'hui dans la singulière histoire de l'âge d'or de la piraterie, qui bien que courte d'une dizaine d'années à peine, entre 1713 et 1726, a suffisamment marqué les siècles pour que tous aujourd'hui en aient au moins une fois entendu parler. Que ça soit via des livres d'histoire ou la culture populaire, des romans aux films, en passant par les jeux vidéo et la musique. Pour commencer, pour qu'il y ait un âge d'or de la piraterie, il faut qu'il y ait une longue histoire de la piraterie dans laquelle une période se détache. Et effectivement, la piraterie est aussi vieille que le monde, et dure encore d'ailleurs aujourd'hui. Si le terme pirate vient du latin pirata, c'est bien que les mers en étaient déjà infestées à l'époque, au point justement de déclencher la fureur de César en personne. Certains disent que le terme vient du grec perates qui signifie « celui qui tente ». L'aventurier celui qui tente sa chance en mer. Or, il fallait beaucoup de cran pour s'aventurer en mer, et longtemps celle-ci a été considérée comme une zone de non-droit, où aucun gouvernement, ni Dieu lui-même d'ailleurs, ne s'aventurait pas, et où seule régnait la loi du plus fort. La piraterie est donc ancienne, mais c'est entre les 16e et 18e siècles que le phénomène entre dans la légende comme jamais. En effet, le contexte y est particulièrement propice. Depuis la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492, bien que d'autres en aient touché les côtes depuis longtemps, Espagnols et Portugais se taillent la part du lion, et attaquent à vue tout autre navigateur étranger essayant de faire de même. Des traités comme celui de Tordesillas en 1494 et des bulles pontificales comme celle d'Aeterni Regis en 1481 délimitent même très précisément ce principe. Au-delà des Açores et au sud du tropique du Cancer, il n'y a plus de politesse qui tienne. Tout ce qui n'est pas portugais ou espagnol, on le défonce. Même si ça pêche juste la morue, sans rien demander à personne. Évidemment, personne, je dis bien personne, ne supporte plus mal les interdictions que les Français. Dès 1504 donc, et sans doute même avant, on trouve des navires à nous qui se baladent près des côtes du Brésil ou plus au nord, n'hésitant pas à se foutre sur la gueule avec les Ibériques pour récupérer une part du gâteau monumental que représentent les tonnes d'or, d'argent, de bois exotiques, de sucre puis de tabac des Amériques. Cette rivalité va se développer. Des flottes plus importantes vont se mettre en place pour défendre les précieuses cargaisons américaines. Des fortifications vont être construites, bref, l'escalade de la violence est lancée et ne cessera de grimper tout au long des 16e et 17e siècles. Avec quelques accalmies officielles de temps en temps, même si les traités de paix n'empêchent pas certains de continuer à pratiquer leurs activités plutôt lucratives. Mais alors comment fait-on pour se castagner entre gens civilisés en temps de paix, vous allez me dire ? On est hypocrite, tout simplement. En effet, ces affrontements se font rarement entre marines officielles, mais plutôt entre marchands, aventuriers, etc. C'est ainsi qu'apparaissent les flibustiers dès le XVIe siècle, mais surtout à partir des années 1620, qui sont un compromis entre le pirate, qui ne respecte donc aucun pavillon à part le sien et se fout totalement des lois et des traités, et le corsaire, qui est muni de lettres de marque l'autorisant en temps de guerre à attaquer les navires ennemis et à s'emparer de sa cargaison, à condition de la partager avec le gouvernement, l'armateur, etc. Le flibustier est donc un compromis entre la légalité officielle du corsaire, puisqu'il est aussi muni de lettres de marque et doit restituer une part de sa prise aux officiels et investisseurs, et l'illégalité officieuse du pirate, puisque ces lettres de marque sont parfois frauduleuses et qu'il attaque aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Mais on ne l'entendra jamais dire qu'il est pirate. Attention, ça c'est déshonorant. Il est flibustier. Et précisément, ce compromis arrange grandement le pays pour lequel le flibustier navigue, fermant les yeux sur ses activités pour mieux en tirer profit. Et puis, ça permet aussi d'affaiblir l'allié d'aujourd'hui, qui n'est jamais que l'ennemi de la veille et de demain. Je sais plus dans quel sens. Et ça fait toujours plaisir. La flibuste connaît donc un âge d'or au XVIIe siècle, avec des noms célèbres comme l'Olonnais, Morgan ou Gramont, prospérant aussi longtemps qu'on a besoin d'eux. Morgan fricotant par exemple carrément avec le roi d'Angleterre. Mais les bonnes choses ont une fin et ça fait déjà 2 siècles que ça dure. Entre-temps, le monopole hispano-portugais a disparu. Des traités ont ouvert la colonisation aux autres nations européennes, des colonies se sont donc créées sur place où l'on cultive les très rentables sucres et tabac grâce aux esclaves, et des compagnies, sortes de multinationales de l'époque, gèrent avec les propriétaires les plantations de commerce de ces denrées. C'est ce que certains considèrent comme le début de la mondialisation et du capitalisme moderne. Bref, le problème c'est que ce commerce s'avère bien plus rentable à terme que la flibuste. Pire encore, la flibuste n'est pas juste moins rentable, elle gêne carrément le commerce.
On commence donc à être de moins en moins tolérant avec ces fauteurs de troubles, qui autrefois faisaient le bonheur de chacun. Sauf des Espagnols et des Portugais, bien entendu. Progressivement, on oublie donc les services rendus et on les déclare hors la loi, ce qui réduit considérablement leurs effectifs. Cependant, l'activité, qui est plutôt sur le déclin, faut bien le dire, connaît un certain retour en puissance avec la guerre de la Ligue d'Augsbourg. De 1688 à 1697, ce conflit oppose la France à la moitié de l'Europe, et vous noterez que ça se reproduira un peu plus d'une fois dans l'histoire. Ça, on est fort pour faire chier tout le monde, soyons-en fiers. Mais durant ces événements, ce n'est plus la même flibuste qui est pratiquée. Les équipages sont moins hétéroclites qu'avant. Elle est plus encadrée, et surtout l'écart se creuse entre les capitaines, de plus en plus embourgeoisés et couverts de titres pompeux, et le reste de la troupe, critiquée, miséreuse et considérée comme un ramassis de parias. Certains déjà ne le supportent pas, et dès les années 1680 se tournent résolument vers la piraterie. Et ce n'est qu'un début. Heureusement, autre sursis bienvenu pour ces marins, le besoin se fait à nouveau sentir d'engager des flibustiers, et très vite, puisque la guerre de succession d'Espagne éclate en 1701. Le motif, c'est que Charles II d'Espagne meurt sans enfant, mais avec 2 neveux, d'un côté dans la famille impériale germanique, de l'autre dans la famille royale française. C'est cette dernière qui va réussir à monter sur le trône, en la personne de Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, qui sitôt couronné s'empresse d'ouvrir l'empire colonial espagnol au commerce de Papy Louis. Aussitôt, la moitié de l'Europe, anglais, allemand, portugais, hollandais, est scandalisée et s'allie donc contre le vieux parrain mafieux qu'est Louis XIV. Et tout ce schmilblick va durer de 1701 à 1713. C'est donc tout bénef pour les flibustiers, vieux de la vieille ou nouveaux débarqués. En effet, on amnistie à tour de bras pour recruter de la canaille à lâcher de par le monde sur les navires ennemis. Et ceux qui acceptent sont bichonnés. Meilleure nourriture, meilleur salaire, meilleur traitement, tout est bon pour les attirer. Et puis ça coûte toujours moins cher que de créer de nouvelles flottes, d'engager des marins et de les former. Le problème est qu'une fois de plus, ça ne dure pas. Ces nouveaux flibustiers, une fois qu'on est sûr qu'ils sont bien rentrés au service des différents États, sont de plus en plus déconsidérés et bien moins craints que leurs prédécesseurs de l'âge d'or. Par exemple, les officiers des différentes marines d'État mettent quasi systématiquement la main sur leurs prises, les prennent de haut et parfois les maltraitent carrément. Tout ça suscite une grande colère chez les flibustiers, qui de plus en plus pensent à la piraterie, mais sans pour autant le dire. Et pourtant, il n'y a pas que ça qui les y pousse. En effet, leur génération est nettement plus précaire que les précédentes. Le début du XVIIIe siècle est sans doute le moment le plus fleurissant de l'histoire du capitalisme. La traite négrière bat son plein, le commerce du sucre et du tabac rapporte des fortunes, et les propriétaires terriens, nobles ou marchands, agrandissent leurs terrains et leurs biens au détriment d'une classe populaire de plus en plus pressurisée et poussée à la misère. Et pour beaucoup, parmi celles-ci, le nouveau monde est depuis longtemps synonyme de nouvelle vie. On les voit donc s'engager sur n'importe quel navire, dans l'espoir de rejoindre les Antilles, où les ragots disent que certains parviennent à faire fortune. Mais la réalité est nettement moins folichonne. Par exemple, le traitement moyen du marin à bord est inhumain, et constitue un des pires métiers de l'époque. On le sous-paye, on le sous-alimente, la discipline y est de fer, les châtiments réguliers, les privations constantes, tandis que les officiers, eux, vivent de mieux en mieux. Et une fois sur place, aux Caraïbes ou ailleurs, la déception est grande. Pas de paradis sur terre, mais bien des plantations dans lesquelles il faut travailler comme un forcené, des arbres à abattre en pleine fournaise, ou des navires sur lesquels continuer à trimer, et ce, souvent dans le cadre de l'engagement. Il s'agit d'un système où de riches propriétaires payent pour la traversée de l'Atlantique de certains émigrants pour acquérir ensuite le droit de les employer comme bon leur semble pendant des périodes allant parfois jusqu'à 36 mois. Et ce traitement est si dur que beaucoup y laissent leur peau. Alors tout ça se pratique depuis les débuts de la colonisation, mais c'est particulièrement accentué au tournant du XVIIe et XVIIIe siècle. Ça pousse donc cette nouvelle génération de flibustiers, toujours plus contrôlés par l'État et encadrés par les marines officielles, à vouloir se révolter. Le contexte est donc particulièrement explosif quand survient l'élément déclencheur, la cerise mettant le feu aux poudres sur le gâteau. La guerre de succession d'Espagne prend fin avec les traités d'Utrecht en 1713, mettant fin aux vagues traitements de faveur auxquels ils avaient droit. Aussitôt, ça suscite une crise sans précédent. Les marines royales licencient à tour de bras, tandis que de nombreux corsaires ou flibustiers sont sans contrat. Des milliers de marins qui ont en moyenne 28 ans et n'ont de leur vie connu que la guerre, se retrouvent brusquement sans emploi. Quant aux rares chanceux qui réussissent à se maintenir à bord, leurs conditions de travail se détériorent à nouveau violemment, et l'on retrouve l'ancienne brutalité des officiers, la sous-alimentation et la baisse des salaires.
Ah bah ouais, hein, évidemment, là ça va péter. Hein. C'est ainsi que démarre l'âge d'or de la piraterie, mais progressivement. Dans un premier temps, de 1713 à 1717, de nombreux équipages de corsaires et de flibustiers continuent à pratiquer leurs activités guerrières contre leurs ennemis traditionnels, mais jamais contre leur propre patrie. En somme, ils font que continuer leur gagne-pain, hein, à savoir la guerre, dont ils disent qu'elle n'est pas terminée tant qu'eux-mêmes ne l'ont pas dit. Les traités d'Utrecht, ils en ont pas grand-chose à cirer, hein, personne leur a demandé leur avis. Et après tout, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, hein, les flibustiers pratiquaient aussi cette semi-piraterie, et on la leur pardonnait bien quand le butin était abondant et bien partagé. Ainsi, au début, ils ne se revendiquent pas pirates, ils restent corsaires, comme par exemple Benjamin Hornigold, qui n'attaque jamais de navire anglais. En tout cas, cette poursuite de la guerre fait le bonheur de certains marchands, qui s'empressent de leur acheter leur prison douce et de leur fournir des munitions pour qu'ils continuent. Mais les différents gouvernements, eux, ne voient pas ça d'un très bon œil, que ça soit face à ce début de la piraterie, hein, comme à cette sympathie à leur égard, qu'elle soit populaire ou financière. La répression se met donc en place, comme dans les années 1680, et les lois seront de plus en plus implacables. Ce qui, malheureusement pour eux, ne produit pas vraiment l'effet escompté, hein, du moins dans un premier temps. Les effectifs de la piraterie augmentent en effet, atteignant une moyenne de 1000 à 2500 pirates simultanément en activité, mais surtout, face à cette guerre déclarée, les pirates se radicalisent progressivement. Bah oui, faut les comprendre, hein. Ils se disent, si on veut plus de nous, pourquoi est-ce qu'on limiterait nos activités à nos anciens ennemis? S'ils nous disent pirates quand nous prétendons le contraire, pourquoi ne pas le devenir? C'est ainsi que démarre la seconde période, l'âge d'or dans l'âge d'or, de 1717 à 1722. Où vont se faire 70% des prises de toute la période, et où des noms célèbres comme Edward Teach, dit Barbe Noire, ou Bartholomeus Roberts, dit Black Bart, vont sévir. Les pirates sont désormais fiers de leur identité, ne se disent plus anglais, français ou hollandais, mais hommes de la mer, et le nom par lequel la loi les décrit, ennemis de toutes les nations, leur convient parfaitement. Typiquement chez Hornigold, la transition d'une période à l'autre, elle est assez violente, hein, puisqu'il se fait destituer de son équipage, justement parce qu'il ne veut pas faire de prise anglaise, alors que son équipage, lui, il se dit ouvertement pirate, et s'en fout totalement du pavillon anglais. Dans cet univers qu'ils viennent de créer ensemble, les règles sont à l'inverse de celles du monde auquel ils viennent de tourner le dos. Les décisions sont collectives, les officiers sont élus, aucune tyrannie n'est permise. Le partage des risques et du butin est le plus égalitaire possible, des caisses de protection sociale apparaissent, et là où ils crevaient de faim et de soif sur les navires marchands ou militaires, ils ripaillent comme jamais et se saoulent comme des damnés. Ils ont alors deux objectifs. Le butin tout d'abord, qu'ils dilapident toujours très vite, hein, et le maintien de cette vie de liberté qui, ils le savent bien, hein, sera courte. C'est à cette image d'ailleurs qu'ils adoptent leur drapeau de prédilection, le Jolly Roger, un squelette tenant la plupart du temps un sablier. Alors contrairement à ce que l'on peut imaginer, les pirates de cette époque ce sont pas vraiment des meurtriers. Ce sont d'excellents marins, hein, plus chevronnés que ceux de la marine marchande ou militaire, au point que certains les considèrent à cette époque comme les meilleurs. Mais ça n'est ni des soldats, ni des bouchers. Ils cherchent à terroriser leur cible, comme Edward Teach, se mettant en scène comme un démon avant l'abordage. Mais ils détestent le combat, qu'ils évitent le plus possible. C'est d'ailleurs généralement quand ils y sont réduits qu'ils sont les plus durs avec les capitaines ennemis, car ils détestent verser inutilement le sang et le font payer à ceux qui les obligent. De même, ils s'en prennent rarement à l'équipage adverse, n'enrôlant presque jamais de force, si ce n'est les charpentiers ou les chirurgiens, mais en tout cas, ils demandent toujours ou quasi systématiquement aux marins si leur capitaine les traite bien. Si ce n'est pas le cas, ils le battent, le font danser en tirant autour de ses pieds ou en lui piquant les fesses avec un sabre. Et parfois, mais rarement, le tuent. Mais s'il a été bon capitaine, ils le relâchent lui laissant son navire, parfois même un peu d'argent, ne prélevant que ce qu'ils estiment nécessaire. Alors généralement, l'argent liquide, la poudre et évidemment le rhum, hein, ça c'est pas une légende. En tout cas, on est loin de l'image du forban sanguinaire. À leur bord, vu que le traitement est assez égalitaire, on retrouve des hommes de tout horizon. Anciens marins, anciens soldats, anciens boucaniers, anciens bûcherons, anciens pêcheurs, la plupart du temps des marginaux et des laissés pour compte. À cette variété-là va se rajouter celle des origines. Alors on trouve des Européens, bien évidemment, des locaux américains, logiquement, mais aussi des anciens esclaves noirs, comme à bord du navire de Teach, où 3 marins sur 5 étaient noirs. Parfois on y trouve aussi des Amérindiens et même occasionnellement des femmes, les plus célèbres étant Anne Bonny, fille impétueuse de bonne famille irlandaise, et Mary Read, ancien soldat travesti issu de modestes milieux, les deux pirates ayant navigué avec Jack Rackham. Et pour ceux qui disent qu'elles ne devaient pas très bien se battre, sachez qu'elles seront les dernières à résister lorsque leur navire sera abordé par les Anglais, parce que tous les hommes étaient saouls. Bref, ce tableau est bien joli, mais évidemment, toutes ces exactions ne peuvent rester impunies. Elles ont quand même entraîné une véritable crise commerciale, faisant plus de dégâts au commerce que la guerre de succession d'Espagne elle-même.
On parle d'environ 2400 navires attaqués, dont 250 coulés. Une tentative de politique d'amnistie aboutit vite à des résultats désastreux, puisque les pirates empochent l'amnistie puis recommencent aussitôt en rigolant. Les lois se durcissent donc encore, punissant toute collaboration, et des navires de mieux en mieux armés, voire carrément des flottes, sont lancés à leur trousse. Pendant ce temps-là, les potences connaissent une activité de plus en plus frénétique. Au moins 418 pirates, soit 1 sur 10, ont fini pendus, à une époque où les grâces étaient pourtant courantes. En réponse à ça, les pirates tentent dans un premier temps d'éviter le problème, changeant de repère, se délocalisant progressivement des Antilles vers les côtes africaines ou l'océan Indien, comme par exemple quand ils abandonnent Nassau, reconquise par le gouverneur anglais Woodes Rogers en 1718. Mais ça ne suffit pas. La guerre qu'on leur fait est sans merci et on ne veut pas juste qu'ils aillent voir ailleurs. On veut purement et simplement s'en débarrasser et par tous les moyens. Le gouvernement, les religieux, les marchands, notamment les marchands d'esclaves qui subissent la piraterie et les mutineries de plein fouet, dressent d'eux le portrait le plus noir possible qui a donné naissance à la légende encore bien vivace aujourd'hui du pirate assoiffé de sang. On nie leur humanité, on les dit fous, démoniaques, débauchés, esclaves de Satan, on encourage la délation, on punit d'amende, de prison ou de mort la collaboration, on récompense ceux qui les ont combattus, on leur fait des parodies de procès, on les pend, on les tue littéralement au travail dans les mines, on exhibe leurs cadavres dans des cages. La répression est sans merci et tout est bon pour les abattre. Face à cette propagande et à cette violence, acculés, les pirates entrent dans l'ultime période de leur âge d'or, la plus sanglante, de 1722 à 1726. À la terreur, ils répondent par la terreur, et puisqu'on les dit démons, ils le deviennent. Ils massacrent beaucoup plus, vengent leurs frères pendus ou coulés, enrôlent désormais de force pour combler leurs effectifs de plus en plus réduits à cause des menaces qui pèsent sur eux. Le plus célèbre pirate de cette période, Ned Lowe, est si cruel et sanguinaire qu'il finit même abandonné par son équipage. Toujours conscients que leur vie serait courte, ils le vivent désormais au plus profond de leur chair. Ils s'attachent de plus en plus à la symbolique du Jolly Roger, qu'ils brûlent ou jettent à la mer pour qu'ils ne soient jamais pris, et refusent de se rendre, préférant faire sauter leur navire par la poudre ou s'abattre mutuellement au pistolet, plutôt que de finir pendus. Et même quand on les pend, beaucoup insultent une dernière fois leurs ennemis. Taquin jusqu'au bout. Ainsi, ce travail de traque, de propagande et de terreur a atteint son but. Les taux se resserrent tant, les voies maritimes sont désormais si sécurisées, les navires marchands si bien défendus, que la piraterie devient intenable. Malgré leur baroud d'honneur, les derniers pirates s'évanouissent dans la nature ou sont pendus en 1726. Et le flambeau n'est ensuite plus relevé. Ils ont donc certes perdu le combat, mais ils ont bravé la mort, les gouvernements, les marchands, les officiers et les religieux avec un enthousiasme et un panache à toute épreuve. Une vie courte et joyeuse, telle était leur devise. Mieux encore, ils peuvent se vanter d'avoir causé plus de tort et de peur aux puissants de ce monde que n'importe quel hors-la-loi avant eux. La preuve étant qu'on n'avait jamais vu auparavant une telle répression face à une poignée de quelques milliers de criminels. Bref, comme le disait le pirate McCarthy, la vie de pirate est la seule digne d'un homme d'esprit. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui a été écrit avec le talentueux Frédéric Louarn de la chaîne Hero.com. Filez donc voir sa chaîne, il parle de pirates de façon un peu plus développée, mais aussi des croisades et d'autres trucs vraiment super intéressants. Je vous mets un lien dans la description. Je l'ai annoncé au début de la vidéo, celle-ci elle est sponsorisée par Dofus Stouch, un jeu mobile basé sur l'univers de Dofus sur PC. C'est un MMO free-to-play, donc on peut y jouer à plusieurs sans trop de contraintes, et surtout, l'équipe a eu le temps de pas mal développer l'univers depuis les 15 ans que Dofus existe. Et justement, cet univers, il continue à le faire vivre en organisant des événements en jeu, comme la fameuse fête des Ripates, qui met à l'honneur les jambes de bois et les dents pourries. Alors avec ce jeu de mots très subtil, vous l'avez compris, il s'agit de plonger dans le décor des pirates, et ça aussi bien sur PC que sur mobile. Sur ordinateur, on va pouvoir explorer plusieurs niveaux en mer, mais côté Dofus Stouch, c'est une autre histoire, puisqu'il y a aussi quelques contenus rigolos à découvrir, comme la fameuse fissure temporelle, qui vous fera remonter le temps pour rejoindre l'équipage du capitaine Le Chouk, à la recherche d'un mystérieux trésor. Alors s'il n'y a pas d'urgence pour cette aventure, puisqu'elle n'a pas vraiment de date de fin, il y a en revanche un autre petit jeu sur Dofus Stouch qui est disponible seulement jusqu'au 8 octobre. Le concours de boulets de canon, et rien que le nom, moi j'aime bien. Là en gros on va affronter 3 pirates en même temps, et le gagnant loot de beaux objets cosmétiques pour son perso. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien dans la description pour télécharger Dofus Stouch sur mobile et Dofus sur PC. Je vous mets aussi un code promo pour les nouveaux joueurs, NOTATOUCH, pour avoir un pack gratuit sur Dofus Stouch. Merci à tous pour avoir suivi cet épisode, merci à Ankama pour la sponsor, on se retrouve très bientôt sur Twitter, Facebook, Instagram et bien évidemment sur YouTube, à plus.